on m'a demandé de faire une présentation plutôt ciblée, visée aux médecins, mais je vais essayer de vulgariser où possible. Là, on passe effectivement à la situation des personnes adultes, qui est quelque peu, alors, à la fois plus facile, mais à la fois aussi plus difficile. Plus facile parce qu'on peut faire plus facilement des examens qui sont désagréables. Voilà. Parfois plus difficile parce que les choses peuvent être un peu plus insidieuses, effectivement. Donc, moi, j'aime bien l'histoire et un peu moins l'histoire de la médecine, mais c'est quand même toujours intéressant. Donc, cette histoire-là commence en 1886. D'ailleurs, cette pièce de 5 francs, ça vaut 240 000 francs aujourd'hui, si vous la trouvez. Gardez-la. Et puis, c'est l'année où on a inauguré la Statue de la Liberté. Et puis, de ce côté de l'Atlantique, il y avait plusieurs savants qui ont créé la neurologie à l'époque, d'une part à Paris et d'autre part à Londres. Donc, le professeur Jean-Marie Charcot et puis son élève Pierre-Marie, qui ont décrit cette atrophie musculaire progressive cette année-là. Et au même temps, comme ça arrive souvent, un collègue anglais, de façon non coordonnée, il décrit la même chose, donc une atrophie musculaire progressive de type péronéal. Donc péronéal, ça veut dire le bas de la jambe. Maintenant, comme ça arrive souvent, ces noms-là ont été très fameux au début du XXe siècle, puis un petit peu ensevelis par la prédominance américaine. Donc la maladie s'appelait maladie neuropathie distale sensitivo-motrice héréditaire. Mais après, grâce aux publications européennes, ces noms sont revenus à la mode. Et puis, depuis les années 50-60, on a recommencé à utiliser ces éponymes. Donc, d'une part, c'est bien pour l'Europe, mais d'autre part, comme l'a dit justement David, ça c'est très délétère parce que le professeur Charcot aimait pas du tout la neuropathie périphérique. C'était un neurologue qui faisait que du cerveau et de la moelle épinière. D'ailleurs, il s'est trompé. Et si je dois choisir quelqu'un qui a gagné cette première description, c'est ce docteur Tooth, parce que lui, il avait dit que c'était des nerfs. Alors que Jean-Marie Charcot pensait que c'était une pathologie de la moelle épinière au début. D'accord? Et puis, il a décrit plein d'autres choses, dont la SLA, donc la maladie de Charcot, comme on évite de l'appeler aujourd'hui. On évite en Suisse d'utiliser des éponymes qui sont très aimés par nos collègues français, parce que ça crée beaucoup de confusion. Et chez l'enfant, les parents vont regarder et dire c'est très rare chez l'adulte. Chez l'adulte, il n'y a même pas ça. Donc, ils vont arriver complètement catastrophés et dire qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, j'ai très peu d'espérance de vie, etc. Et bien sûr, on a la Charcot-Marie-Tooth. Donc, encore une fois, l'éponyme, ça peut être confusiogène, mais c'est pas la seule neuropathie héréditaire. Donc, chez l'adulte, on trouve bien sûr les maladies de Charcot-Marie-Tooth, les neuropathies au pluriel, où vous avez une atteinte à la fois motrice, de la force, de la sensation, mais aussi une dysautonomie qui est un peu plus rare, mais présente, c'est-à-dire un problème de contrôle de la pression artérielle, du battement du cœur, parce que dans les nerfs, il y a aussi une petite partie qui va contrôler les organes autonomes. Vous avez aussi cette HNPP, donc qui fait partie du grand groupe des Charcot-Marie-Tooth, mais c'est pas exactement la même chose. C'est une neuropathie avec sensibilité à la pression. Et puis vous avez d'autres pathologies génétiques. Donc ici, en Suisse romande, on a beaucoup de personnes avec une neuropathie héréditaire à la transthyrétine qui peut aussi toucher tous ces secteurs-là. Et vous avez des situations un peu plus rares, mais qu'il faut connaître si on a des neurologues qui travaillent avec le neuromusculaire, c'est-à-dire les pathologies héréditaires qui touchent seulement une partie de ces secteurs. Notamment, vous avez les neuropathies héréditaires motrices distales, donc qui touchent vraiment le nerf moteur, la partie seulement du mouvement du nerf, et en contrepartie, les neuropathies qui touchent seulement la partie sensitive et autonome, donc avec ces acronymes anglais que pour eux sont restés parce qu'il n'y a pas de savant européen qui a décrit ça chez nous. Et finalement, oui, c'est vrai que donc le nerf est la prolongation du neurone moteur, mais les mutations des neuropathies héréditaires motrices et de la plupart des CMT ne touchent pas forcément des protéines qui sont fonctionnelles dans le noyau. Et donc finalement, il y a ce spectre de continuité entre les neuropathies motrices proximales, les SMA, les SLA génétiques, et les vraies neuropathies où c'est vraiment le nerf qui est touché. Mais la présentation peut être similaire, mais souvent assez différente. Donc, vous avez bien sûr ces groupes-là, donc CMT, HNPP, neuropathie motrice distale et sensitive. Certaines choses plus rares, ça, c'est des neuropathies
héréditaires ou finalement des maladies génétiques où la neuropathie est au premier plan. Mais par contre, il ne faut pas oublier, si on est neurologue, qu'il y a aussi des situations de maladies génétiques, de syndromes génétiques où la neuropathie peut faire partie du spectre. Donc, on peut avoir une neuropathie dans une maladie génétique autre. Normalement, on a d'autres symptômes et d'autres signes, mais la neuropathie peut aussi être le premier. Donc, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas seulement la CMT. Aujourd'hui, on parle bien sûr de CMT, Charcot-Marie-Tooth. Donc, ça, ce n'est pas une maladie. Je pense que mes collègues l'ont déjà bien illustré. C'est un groupe qui est très hétérogène de maladies rares. D'accord? La prévalence, elle est estimée dans le monde entre 10 et 30 de personnes, 10 et 30 personnes sur 100 000 habitants. D'accord? Avec un âge de début qui est très variable, qui peut aller de l'âge pédiatrique jusqu'à l'âge adulte, même avancé. Et vous voyez que la distribution, elle est un petit peu diffuse. On n'a pas des données pour tous les pays, mais là où c'est décrit, on reste toujours dans ces 10 à 30 personnes. Donc, ça flirte avec la rareté parce que la définition OMS de maladie rare, c'est 25 personnes, moins que 25 personnes sur 100 000. Donc, vous avez, par exemple, l'Europe du Nord où on dépasse ces chiffres-là. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement rare non plus. Mais par contre, voilà, donc la difficulté, vous avez entendu David qui mâche ces maladies rares comme du pain. En fait, il part de CMT1, CMT3, CMT4, CMTX. Et en fait, ça, c'est des restes de classifications anciennes et qui peuvent être très confusiogènes, notamment nos médecins assistants de neurologie qui apprennent la neurologie au moment où ils arrivent au chapitre de la Charcot-Marie-Tooth pour leurs examens, ils sont un petit peu perdus parce qu'on avait des classifications qui ont été faites dans les années 70 qui parlaient de CMT de 1, après on a rajouté d'autres jusqu'à la 7, et après on a abandonné cela. Pourquoi? Parce qu'avant, on n'avait pas de bons tests génétiques, donc on ne savait pas quel gène était associé à quelle maladie. Maintenant, on connaît beaucoup mieux la physiopathologie, c'est-à-dire les mécanismes de cette pathologie. Donc on considère toujours le phénotype, donc quelle partie du nerf est touchée, mais aussi la transmission, donc comment cette mutation peut être transmise d'une génération à l'autre. Donc, aujourd'hui, on utilise encore cette classification mixte. Donc, on a la 1, c'est souvent démyélinisante et à transmission autosomique dominante, les 1. Les 2, axonales, donc on touche plutôt le filet nerveux, le cuivre dans le fil électrique et pas la gaine autour. La X, qui est souvent démyélinisante et puis liée à l'X, donc transmise par ce chromosome X par voie donc maternelle souvent. Et puis les 4 qui sont à transmission récessive. Donc il faut 2 parents porteurs pour que l'enfant hérite la maladie. Et les parents souvent ne sont pas malades, donc ce qui complique l'anamnèse familiale, effectivement. Mais en fait, vous voyez que c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça, c'est juste un exemple pour vous montrer la complexité. Et ça, c'est même pas une fraction de la complexité qu'on a aujourd'hui, parce que ça, c'est une publication de 2015. Et chaque année, on publie, chaque mois, on retrouve plusieurs mutations. Donc, ça s'agrandit, ça s'agrandit. Et vous voyez ici, vous avez comme grand groupe le 1 dominant récessif, le 2. Et par contre, si on cherche, par exemple, une mutation fréquente, la MPZ, on la retrouve dans les deux. Donc, on se dit, mais attends, ça veut dire quoi? En fait, c'est quelque chose qu'on connaît bien si on fait des pathologies génétiques, ou génétiques neurologiques, génétiques neuromusculaires. En fait, à une mutation peuvent correspondre plusieurs manifestations cliniques. C'est un peu compliqué. Donc, la classification électroclinique, elle est très importante quand on s'approche aux patients et on commence à faire notre démarche diagnostique, mais elle est un petit peu imprécise en fait et elle commence à devenir un peu obsolète. Donc, on a une tendance à considérer plutôt les mutations individuelles. Je pense que dans quelques années, on va parler de neuropathie PMP22, donc le gène qui est touché, plutôt que CMT, etc. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Physiopathologie, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, comme vous voyez, c'est assez complexe. Si on prend ce schéma, vous voyez ici en bleu, la partie en bleu, c'est vraiment la gaine, dans cette gaine qui protège le nerf, mais qui permet aussi une transmission rapide de l'impulsion nerveuse, qui permet vraiment au nerf de fonctionner. Et la partie en jaune, c'est le filet électrique, un peu le filet de cuivre. Ça, c'est vraiment la prolongation du neurone. Et cette partie-là, elle est faite par une autre cellule qui est associée.
Vous voyez que tous ces petits noms, hein, MPZ, PMP22, que vous avez déjà entendu mes collègues, et plein d'autres, c'est des protéines qui peuvent être mutées. Donc, si le gène est muté, la protéine est mal produite, pas produite, trop produite, et ceci provoque une dysfonction du nerf. Soit parce que la structure du nerf n'est pas normale, le nerf est mal construit, soit parce que le nerf peut être normal, mais il ne fonctionne pas bien, parce qu'un canal ne s'ouvre pas au bon moment, etc., etc. Et actuellement, que pour les CMT, sans parler des autres neuropathies génétiques, on a plus que 100 gènes avec des mutations décrites et des manifestations différentes. Vous voyez, c'est pour ça que la neurologie se complexifie d'un jour à l'autre, en fait. Donc, vous voyez ici des protéines qu'on a déjà nommées, un peu les plus fréquentes. Après, on peut simplifier. Donc là, c'est très décourageant, mais finalement, si on regarde la littérature, il y a des éléments positifs et des éléments négatifs. Le négatif, c'est que par rapport à d'autres pathologies génétiques, comme par exemple les myopathies, dans les neuropathies génétiques, surtout dès l'adulte, si on cherche, on ne trouve pas toujours une mutation, parce qu'il y en a énormément qu'on ne connaît pas encore. Donc, si vous voyez comme patient un généticien, il fait des tests, il ne trouve pas de mutation, il va dire systématiquement, on vous revoit dans 3 à 5 ans et on va répéter ces tests parce que d'ici là, on aura plein de descriptions nouvelles qui vont sortir. Mais du coup, ça, c'est important, c'est une discussion que le neurologue doit avoir avec son patient. C'est important de trouver une mutation parce que si on connaît quelle maladie a le patient, on va savoir l'évolution, on va savoir quoi s'attendre, quelles complications il faudra dépister. Mais par contre, il faut aussi être réaliste et dire que dans 40%, donc 4 personnes sur 10, on ne trouve pas. Donc, dans ce cas-là, on va continuer la prise en charge de façon un peu générale. Dans les formes qui touchent l'axone, c'est encore moins bon, donc 20 à 40%, et ça, c'est souvent les formes de la personne âgée. Donc, âgée pour les maladies génétiques, c'est pas non plus très âgé, mais il y a des Charcot-Marie-Tooth qui peuvent être diagnostiqués au-delà de la 5e décade, donc c'est pas rarissime. Et par contre, ça c'est le côté un peu plus décourageant, mais le côté positif, c'est que finalement, il ne faut pas connaître toutes ces mutations-là si on est un neurologue généraliste, parce que parmi les mutations qu'on trouve, 90% sont représentées par 5 gènes. Et de loin, le plus fréquent, c'est la duplication de PMP22. Donc, en fait, la grande majorité de patients vont avoir une CMT 1A. Donc, c'est la forme un peu classique avec ces pieds creux qu'on a montré. Et les autres, c'est celle-ci. Certaines sont particulières, dont je vais en parler juste une. Et vous avez aussi la 1-chaîne-PP. Donc, c'est le même gène, mais un gène qui est effacé et pas dupliqué. Ça fait la sensibilité à la pression. Donc, finalement, c'est surtout ces maladies-là qu'il faudra connaître. Et puis, les neurologues qui font vraiment que du neuromusculaire dans un centre très spécialisé, ils vont connaître aussi d'autres pathologies. La présentation clinique, pour les collègues neurologues, finalement, ce n'est pas si difficile parce que c'est la même présentation qu'une polyneuropathie, n'importe laquelle. C'est juste que ça peut arriver chez quelqu'un de plus jeune ou de façon un peu plus sévère. D'accord? C'est une polyneuropathie. Donc, polyneuropathie, ça veut dire une neuropathie qui touche les nerfs de façon symétrique, dans la longueur. Le plus un nerf est long, le plus il sera touché, sensitive et motrice. Ça veut dire que ça touche la partie de la sensibilité et du mouvement. Cela provoque aussi une perte de la musculature distalement, surtout dans les mains et dans les pieds, d'abord dans les pieds, ce qu'on appelle une amyotrophie, et les réflexes sont diminués, voire absents. David l'a bien dit, et ça c'est vraiment très important, les pathologies génétiques et surtout les démyélinisantes ont souvent une fatigue, donc ce qu'on appelle une asthénie en jargon médical, qui est très important et puis peut aussi limiter la qualité de vie ou la capacité professionnelle du patient, donc c'est quelque chose qu'il faut connaître. Et puis bien sûr, on peut avoir aussi une dysfonction dysautonomique tardive. Il y a des situations aussi particulières, et en particulier, cette mutation qui est une des plus fréquentes, je vais vous montrer la deuxième en fréquence, GJB1, qui provoque cette CMTX, donc transmission liée à l'X, qui peut parfois ne pas se présenter comme une neuropathie classique, mais faire des symptômes qui appartiennent plutôt au cerveau, c'est-à-dire des symptômes qui peuvent ressembler à des AVC ou des déficits récurrents, problèmes pour articuler les mots, pour parler, etc. Et ça, il faut savoir qu'il y a aussi des neuropathies génétiques qui font ça. Il faut faire un EMG pour regarder la neuropathie. Parfois, on trouve des lésions à l'IRM qui peuvent être elles aussi transitoires. Et finalement, une atteinte neurocognitive
subtile peut être présente. Donc, pensez-y, on a le droit, même en neuromusculaire, de faire de l'examen neurologique qui sort des nerfs et des muscles, et puis aller regarder le cerveau de temps en temps. Et bah, bien sûr, quand on fait un examen, parce qu'on dit à nos médecins assistants, c'est toujours de faire un examen de la tête aux pieds, donc pas s'arrêter à un système seulement, et chercher des petits indices cliniques. Et bien sûr que, moi, je ne vais pas en parler pendant 2 heures parce que mon collègue en a déjà parlé, mais ces pieds creux avec ces orteils en griffe ou en marteau est très fréquent, et surtout chez les patients qui ont cette mutation PMP22, duplication, il est présent dans 90% des cas. Donc, c'est quelque chose qu'on doit regarder. Donc, on doit examiner le patient déshabillé et puis on doit regarder aussi ses pieds. Par contre, attention si vous traitez des patients adultes parce que ce n'est pas spécifique. Donc, si vous avez des neuropathies non génétiques mais très chroniques qui durent depuis des années, bah, le pied, il va aussi perdre du muscle et il va aussi se déformer. Donc, ce n'est pas forcément associé à une neuropathie génétique. Parfois, il y a des gens, des patients qui sont vus avec cette difformité et on va au test génétique très rapidement sans avoir beaucoup d'autres éléments. C'est important, mais toujours avec un grain de sel. Pour l'approche diagnostique, pour les patients adultes, cette progression très très lente est très très importante et d'autant plus, comme c'est des formes qui sont parfois un peu moins évidentes, il faut vraiment creuser, il faut poser les bonnes questions. Le patient, alors souvent pour toute maladie génétique, les anomalies ou les variantes de la norme, comme je les appelle souvent, sont présentes dès la naissance et progressent très 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 lentement. Et parfois, elles font partie du patient lui-même. Et donc, la personne, surtout si le symptôme est léger, il peut ne pas le sentir, ne pas le ressentir comme un problème jusqu'au moment où ça nous empêche de faire quelque chose. Ça limite une activité, ça limite le travail, ça limite de se déplacer. Donc, parfois, le problème principal, ça peut être par exemple une fatigue, parce que c'est ce qui nous dérange. Mais après, si on pose les bonnes questions, le patient peut nous dire, mais en fait, moi j'ai fait l'armée, mais j'ai jamais pu courir. Et ça nous est vraiment arrivé plusieurs fois. Puis là, vous vous rendez compte que même si le patient maintenant il a 45, 55 ans, bah, le problème dure depuis bien plus longtemps, mais c'était juste un peu subtil. Donc, bien poser les bonnes questions. L'anamnèse familiale, donc est-ce qu'il y a d'autres cas dans la famille? C'est très important, mais souvent, il n'y a pas d'autres cas dans la famille. Donc, il peut y avoir des mutations qu'on appelle de novo, c'est-à-dire qui sont apparues pour la première fois chez le patient. Donc, ce n'est pas une transmission finalement. Bon, classiquement, mon chef, mon formateur ici, le professeur Kunzer, aimait bien demander aux patients s'ils voyaient bien dans l'obscurité, dans ce que c'est héméralopie, qui peut être associée à certaines formes rares de neuropathie génétique. Donc, si vous voyez absolument rien dans le noir, alors pas dans le noir complet, personne ne voit dans le noir complet, mais en conditions d'illumination insuffisantes, bah, ça pourrait être un petit signe aussi. Pour l'examen clinique, bah, il n'y a pas grand-chose de plus que les anomalies classiques sensitivo-motrices d'une polyneuropathie. On peut trouver des petites choses, on a déjà parlé du pied creux, éventuellement une difformité de la main, mais aussi parfois dans les neuropathies génétiques, les nerfs sont très grands. Pas dans toutes les neuropathies génétiques, mais souvent. Et parfois, on peut les palper. Donc, c'est pas rare de voir quelques collègues un peu plus âgés qui vont palper la région cervicale du patient pour chercher des hypertrophies nerveuses. Et bien sûr, n'oubliez pas le reste du système nerveux, c'est pas anodin. Le NMG, dans cet examen où on va stimuler les nerfs et examiner les muscles avec des petites secousses électriques, qui est donc désagréable, mais en général, ça ne devrait pas faire mal, confirme la neuropathie et confirme l'atteinte qui est à la fois sur la partie motrice et sensitive du nerf. Et ça nous permet déjà de faire la part des choses avec ces neuropathies qui sont motrices pures ou sensitives pures. Ça nous permet aussi d'exclure certains diagnostics différentiels. Une neuropathie qui est très active, avec une activité d'énervation myographique importante, difficilement une neuropathie génétique, tout est possible. Et puis, bien sûr, ça permet de déterminer le phénotype électrophysiologique. Comment on décide si c'est axonal ou démyélisant? Démyélisant, la myéline, cette gaine autour du nerf, ça permet une transmission rapide, ça permet une vitesse de transmission. Parce que pour arriver du cerveau à la main, il faut une transmission très très rapide pour que si je pense que je veux bouger, ma main va le faire quasi immédiatement. Et ça, c'est parce qu'un nerf normal
au membre supérieur conduit à 50 mètres par seconde. C'est très, 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 très rapidement. S'il y a une atteinte de cette gaine de la myéline, donc autour du nerf, cette conduction va être ralentie. Donc, si ça tombe au-dessous de 38 mètres par seconde, c'est un peu le chiffre magique qu'on recherche, au niveau d'un des nerfs du membre supérieur, alors là, on parle de CMT démyélisante. Et là, ça va changer un peu notre raisonnement. Habituellement, on a des anomalies uniformes et homogènes, mais il faut faire attention, j'en parle après. Et puis, en cas d'atteinte motrice pure ou prédominante, il est important d'exclure d'autres pathologies rares, notamment un mimique important du pied tombant bilatéral génétique, c'est les myopathies distales. Donc là, c'est important de faire les collègues qui font de l'NMG, ils savent bien, mais parfois on peut avoir des anomalies paradoxales au niveau du tibia antérieur de l'EDB. C'est à l'inverse de ce qu'on trouve dans le nerf. Donc myopathie, c'est maladie du muscle. Les indices utiles, alors il y a, comme pour le pied creux, des indices qui sont importants, mais ils ne sont pas absolus. Donc voilà, donc on peut avoir ce qu'on appelle une discordance électroclinique, c'est-à-dire on voit un patient qui a une neuropathie cliniquement discrète, légère ou modérée, on fait un EMG, les nerfs sont très très malades. Donc on dit, mais on regarde le patient, on dit, est-ce que je me suis trompé avec la machine? Et non, c'est comme ça. Et ça, c'est un indice, parce que les nerfs sont chroniquement malades depuis très très longtemps et les valeurs sont mauvaises, même si la fonction n'est pas très anormale. Ça, c'est important. Il doit nous faire penser à une neuropathie génétique, mais ce n'est pas sensible ni spécifique. Donc attention à ne pas surestimer ces signes. Ici, vous voyez un typique exemple de CMT 1A, où vous avez des anomalies déminisantes très très claires, avec une vitesse de conduction très très basse à 21. Ici, on est au membre inférieur, ça doit être à 40. Latences distales qui sont aussi très, très prolongées, mais finalement, la morphologie, elle reste correcte du potentiel. Et ça, c'est un bon signe pour la CMT 1A, mais il faut faire très attention, parce que si on trouve ça, un potentiel très désynchronisé, on peut se dire c'est plutôt acquis, si on trouve ça plutôt héréditaire. Mais en réalité, attention, il y a les mimiques et aussi ce qu'on appelle en jargon médical les caméléons, c'est-à-dire des pathologies où on pense que c'est autre chose, mais c'est bien la même pathologie. Et il y a des formes de CMT qui ne sont pas si rares parce qu'on a vu que cette GJB1, elle n'est pas si rare, ça fait partie des 5 mutations les plus fréquemment retrouvées, qui peuvent se présenter comme une neuropathie acquise. Donc, attention, il faut toujours considérer les situations avec du bon sens, mettre ensemble tous les éléments du tableau et éviter les dogmes. Okay, c'est pour les médecins. Alors, CIDP, pour ceux qui ne sont pas médecins, c'est une neuropathie inflammatoire, donc acquise, qui n'est pas due à un problème génétique, c'est quelque chose qui arrive au cours de la vie, les nerfs s'inflamment et puis dysfonctionnent. Et parfois, elle peut ressembler beaucoup à cette CMT dans la personne adulte ou jeune adulte. Et donc, surtout, ça peut être difficile en cas de CIDP qui est lentement progressive et qui ne progresse pas par des poussées et des rémissions. Et à l'inverse, il y a aussi des formes de CMT avec cet aspect déminisant acquis, avec des blocs même, des désynchronisations qui peuvent nous mener à faire difficilement la part des choses avec une CIDP. Des collègues suisses et français sont mis ensemble, ils ont mis beaucoup de patients, beaucoup de données de patients ensemble, et puis ils ont vu que finalement, ce n'est pas rarissime de mal diagnostiquer une CMT comme une CIDP et donner des traitements immunosuppresseurs qui ne servent à rien parce que le patient a une maladie génétique, il n'a pas une maladie inflammatoire immunologique. Et puis, il y a même 3,2% des patients, ça vous semblerait pas beaucoup, mais c'est beaucoup en réalité, qui sont chroniquement traités pendant des années, voire des décennies, avec des immunoglobulines intraveineuses. C'est des médicaments qui ne sont pas anodins parce que finalement, elles augmentent la densité du sang, ils augmentent le risque de faire des thromboses. Donc, il y a des complications qui existent, mais elles ne sont pas très fréquentes, mais elles existent. Et surtout, c'est des médicaments qui sont ultra chers. Donc, on fait prendre des risques aux patients, on fait dépenser énormément au système de santé. Donc, en Suisse, en plus, c'est nous, le système de santé, c'est nous qui payons les assurances. Donc, d'autant plus. Et finalement, c'est assez inutile. Donc, c'est toujours important, en cas de suivi d'une CIDP, de suivre objectivement s'il y a une réponse au traitement. Pas toujours facile, mais au moins, on peut faire des scores, on peut essayer de faire la part des choses, parce qu'il y a souvent un effet placebo.
Et puis, s'interroger sur le diagnostic, si on l'a fait chez un patient très jeune, qui était très moteur au début, qui a une IRM sans prise de contraste, et puis peu de protéines à la ponction lombaire. Ça, c'est les éléments qui ressortent de cette étude. Je conclus avec les examens complémentaires qu'on fait, qui sont très intéressants chez l'adulte, mais aussi chez l'enfant, et chez l'adulte qui ne tolère pas les stimulations électriques. Il y a une personne sur 20 qui ne va pas du tout supporter les stimulations électriques. Donc, selon la personne, ça peut être très difficile de faire un NMG. Et donc, ça nous permet de distinguer si la neuropathie est acquise ou héréditaire. Pourquoi? Parce que les nerfs, en général, s'ils sont malades, vont s'élargir, vont grossir. Et dans les neuropathies génétiques, cet élargissement est souvent très, très diffus. Ça touche tous les nerfs de façon assez homogène, surtout les nerfs qui sont proches des racines, donc au niveau de la zone cervicale. Et cela nous permet de suspecter plus ou davantage une neuropathie génétique. On peut avoir aussi des sauts de calibre distaux sur des mutations plus rares qui sont possibles. Et donc là aussi, ne pas être dogmatique, considérer tout dans un ensemble. Pour les nerfs qu'on ne peut pas explorer à l'échographie et aussi où on est assez mauvais avec le NMG, parce que par exemple, ils sont profonds dans le bassin, on peut demander de l'aide à nos collègues radiologues et faire des IRM. Et puis, vous voyez ici un monsieur qu'on a vu déjà la semaine passée dans une autre formation, mais qui nous avait été adressé avec une suspicion de neuropathie inflammatoire et avec une demande de traitement. Et puis, finalement, l'échographie était très, très pathologique pour une neuropathie héréditaire. Et aussi l'IRM, ça, c'est ces racines lombaires, donc dans le bas du dos. Ça, c'est la fin de la moelle épinière, les racines qui sortent et sont énormes. C'est comme des cordes. C'est jamais autant grand en temps normal. Et par rapport aux neuropathies inflammatoires, il n'y a normalement pas de prise de contraste. Ça, c'est un élément important qui nous permet de faire la part des choses. Donc, pour conclure, les CMT, c'est un groupe très hétérogène de pathologies nerveuses génétiques. La présentation clinique peut être similaire, mais le plus on va de l'avant avec l'âge, le plus ça peut être difficile. Si le patient est jeune, si le début est plutôt moteur, s'il y a une discordance électroclinique et des signes radiologiques, ça peut nous aider à penser à ce diagnostic aussi chez l'adulte. Et l'échographie est particulièrement utile pour faire la part des choses chez un patient qui est axonal, donc où le NMG n'est pas finalement très utile, un peu plus âgé, mais avec un tableau sévère. J'ai déjà dit, donc il faut considérer tous les éléments et il n'y a pas un seul élément qui permet de faire de façon définitive les diagnostics, sauf le test génétique, évidemment. Pour le test génétique, on commence toujours, si on a une neuropathie démyélisante, par le PMP22, parce que c'est la forme de loin la plus fréquente, surtout si on a un pied creux. Par contre, si ce test est négatif ou si la neuropathie axonale, là, on demande de l'aide à nos collègues généticiens et on va faire un panel. Et si on n'a pas de résultat, on le répète dans 3 à 5 ans, comme il le conseille, parce qu'on a des mutations qui sont décrites tout le temps. Et puis faire attention au diagnostic différentiel, mais aussi au caméléon, notamment si vous avez un patient avec une CIDP qui ne répond pas aux immunoglobulines intraveineuses. Merci de l'attention. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions brûlantes? Je me suis autoproclamée. J'aimerais juste savoir, vous avez beaucoup parlé de transmission et de génétique. Je parle assez fort. Ah, c'est vrai, pardon. Et finalement, moi, je me pose aussi beaucoup de questions par rapport à la transmission de cette maladie. Sachant que 2 personnes qui ne sont pas porteuses de la maladie peuvent avoir un enfant qui est porteur de la maladie. Cet enfant qui va grandir et qui est porteur de cette maladie, le jour où peut-être il voudra lui-même avoir des enfants, quoi lui dire? Comment faire en fait? Est-ce que lui, étant donné qu'il a cette maladie-là, puis s'il rend compte quelqu'un qui n'a pas la maladie, est-ce qu'il va forcément transmettre la maladie ou pas? Où on en est par rapport à ça en fait?
Oui, c'est une question très importante, merci. Alors, je suis obligé d'être un petit peu technique là parce qu'il y a plusieurs modes de transmission. Donc, alors, chacun de nous a 2 copies de chaque gène. Une copie vient de la maman et une copie vient du papa. Il y a certaines maladies qu'on appelle autosomiques dominantes où une seule copie suffit pour avoir la maladie. Donc, souvent, dans ces types de transmission-là, il y a une ou plusieurs personnes malades dans chaque génération. Donc, c'est des maladies qui sont souvent connues dans la famille. On anticipe. Le patient arrive à la consultation en disant oui, mon oncle a ça, ma grande-tante avait ça. Donc, on sait. Il y a des maladies qu'on appelle autosomiques récessives, en revanche, où effectivement, il faut les 2 copies du gène. D'accord? Donc, forcément, les parents, ils vont avoir chacun une copie qui n'est pas suffisante à avoir la maladie, donc eux-mêmes sont porteurs mais pas malades. Et puis, chaque enfant de ces couples a 25% de chance d'hériter les 2 copies et manifester la maladie. Et puis, il y a encore d'autres modes de transmission. Donc, nous, dans ces centres de référence neuromusculaires, donc Genève, Lausanne, etc., on travaille en équipe multidisciplinaire. Donc, le neurologue ou le neuropédiatre ou le rééducateur a le rôle de suivre cliniquement, faire le diagnostic, faire un suivi, mais on travaille avec d'autres collègues aussi, notamment les collègues de la médecine génétique. Et puis chaque patient qui a un nouveau diagnostic, avec sa famille ou seul, ça dépend de son âge et sa situation personnelle, va avoir ce qu'on appelle un conseil génétique. Il va voir les généticiens, il y aura un médecin et aussi une conseillère génétique ou un conseiller génétique qui vont justement rentrer dans les détails de tous ces enjeux de façon compréhensible, bien sûr, et accessible, et aussi expliquer qu'est-ce qui se passe le jour où on veut avoir nous-mêmes des enfants. Et selon le type de mutation, etc., ben, il y a des dépistages qui peuvent être faits. Il y a même des dépistages, on peut même faire, selon la maladie, des fécondations in vitro où on va, entre guillemets, éviter la transmission de la maladie, donc sélectionner les embryons, etc. Ça, c'est pour les maladies mortelles, souvent. Mais ça, c'est tout à fait abordé dans une consultation spécialisée pour ça. Petite dernière question, parce que je pense qu'on est un peu limite avec le temps. En fait, je voulais juste compléter, c'est pas parce qu'une maladie est génétique que forcément les parents sont porteurs, parce qu'il y a ces mutations. Des nouveaux, bien sûr, oui, tout à fait, oui. Des nouveaux, donc ça peut apparaître, c'est une erreur qui peut apparaître tout d'un coup sans qu'il y ait aucun des 2 parents qui porte une mutation. Donc c'est pas parce qu'on dit que c'est génétique que forcément un des 2 parents l'a transmise. Non, c'est bien d'utiliser le mot génétique plutôt que héréditaire, parce qu'effectivement, dans la francophonie, on dit plutôt héréditaire parfois, mais ça peut être confusiogène. Merci. Pour cette clarification. On va passer donc au témoignage.